Bonsoir à tous, bienvenue dans le 12 minutes. La prise d'otage dans un supermarché de Forêt en région bruxelloise est terminée et elle n'aurait rien à voir avec du terrorisme. L'homme qui a retenu une trentaine de personnes pendant 1h30 au magasin Carrefour de l'Altitude 100 s'est rendu à la police peu après 20h. Selon le bourgmestre de Forêt, son arme était factice. Il s'agirait sans doute d'un délit de droit commun, peut-être un déséquilibré ou une tentative de braquage qui a mal tourné. Écoutez ces témoignages de 2 otages. Un monsieur de 25-30 ans, comme je vous ai dit, casquette en arrière, je sais pas ce qu'il voulait. Mais pas menaçant vis-à-vis des clients. Moi, je n'ai pas entendu qu'il menaçait les clients. Il était armé? Oui, il avait un pistolet, madame. Oui, un type avec un revolver, il nous fait coucher, et puis il a fait des baratins. Il parlait pendant 1 heure, je ne sais pas avec qui. Qu'est-ce qu'il voulait, vous avez entendu? On n'a rien compris, parce qu'on était couchés, il ne fallait pas bouger. Voilà, le parquet communiquera demain. Par contre, 4 personnes interpellées en Flandre aujourd'hui ont été inculpées pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Elles avaient été arrêtées lors d'une série de 15 perquisitions menées à Anvers et Gand notamment. Mais il semble bien que cela n'ait rien à voir avec les attentats du 22 mars à Bruxelles. La Wallonie, seule contre le reste de l'Europe, en refusant de voter le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le Parlement wallon a bloqué la signature du traité. Or, les 27 autres pays de l'Union sont prêts à le signer. Aujourd'hui, à Luxembourg, la Commission européenne a donc lancé un ultimatum à la Belgique. Elle a jusqu'à vendredi pour convaincre les Wallons de signer. Ce n'est pas gagné. À Luxembourg, Maxime Binet. Avant même l'arrivée des dirigeants européens, les militants anti-traité transatlantique voient les choses en grand. Une imposante banderole déployée pour rappeler que le traité commercial avec le Canada ne convainc pas tout le monde. Loin de là. C'est dans ce contexte que débute ces journées marathon. Nous travaillons nuit et jour et moi et mon équipe, on est disponibles à faire tout ce qu'il faut. Et si on a besoin de clarifications, nous sommes disponibles à les faire aussi. Ce traité, c'est exactement le traité que nous avons besoin pour les prochaines décennies. L'espoir demeure pour tous ceux qui espèrent la ratification du CETA. Mais au sein même du Conseil, l'ambiance est beaucoup plus tendue. Les réunions se multiplient et se prolongent. Et au bout de plusieurs heures de discussion, l'Europe pose un nouvel ultimatum à la Belgique. Il y a un Conseil européen jeudi et vendredi, tous les chefs d'État et de gouvernement seront là, donc c'est la dernière limite. On doit pouvoir dire s'il y a effectivement accord ou non. Il faut se rendre compte de l'enjeu en matière commerciale, c'est vrai pour l'Europe, mais c'est aussi important pour la Belgique. Parce que si nous ne marquons pas notre accord en bout de course, nous allons être seuls. Au cours de cette réunion, certaines avancées demandées par plusieurs États membres ont été trouvées. Et désormais, seule la Belgique, en l'état actuel des choses, ne s'est pas engagée pour ratifier le CETA. Alors il y a des avancées très fortes qui ont d'ailleurs convaincu 27 États autour de la table. Les avancées, elles sont notamment demandées par la Belgique. Ce sont des avancées pour garantir, par exemple, la capacité de légiférer pour protéger les travailleurs, pour les qualifications professionnelles, aussi pour la mise en œuvre du CETA, que les États membres, les régions soient clairement partie prenante. Les réunions vont encore s'enchaîner d'ici la fin de cette semaine. Dernière limite pour tenter de faire changer d'avis la Wallonie. Adopter ce traité CETA d'ici vendredi, bien c'est impossible. C'est ce qu'a déclaré ce soir le ministre-président wallon Paul Magnette. Il s'exprimait devant la commission des questions européennes du Parlement wallon, convoquée en urgence ce soir par son président André Antoine. On écoute le ministre-président à la sortie de la réunion. Je pense qu'on ne peut pas respecter les procédures démocratiques dans des délais aussi courts que ceux qu'on nous demande de respecter. Or, pour moi, c'est très important, alors qu'il y a eu une forte mobilisation de la société civile en Wallonie, qu'il y a eu un travail parlementaire en profondeur, de pouvoir continuer à rendre des comptes au Parlement. S'il y a des améliorations, je le dis, je veux faire les choses de manière tout à fait transparente, mais s'il y a des problèmes qui subsistent, il faut aussi pouvoir en discuter et prendre le temps d'en discuter, pas régler ça vite sur un coin de table, dans des négociations auxquelles personne n'a accès. C'est-à-dire que même l'échéance pour le 27, c'est pas possible ? De toute façon, quand je vois les décisions qui ont été adoptées ce matin, ça me paraît très très compliqué puisque la Commission semble indiquer qu'elle ne veut plus aujourd'hui d'amendement au traité. Or, pour nous, il y a encore des problèmes fondamentaux et donc on ne peut pas donner la signature s'il n'y a pas des modifications substantielles qui sont encore apportées au traité. Au Parlement fédéral aussi, il s'est passé des choses aujourd'hui. La Chambre a voté cet après-midi la confiance au gouvernement de Charles Michel après sa déclaration de politique générale. 81 voix pour, 62 contre, un vote majorité contre opposition, bien sûr. Une opposition fort critique, tant sur le fond que sur la forme, reprochant notamment au Premier ministre d'être monté à la tribune juste au moment des JT du soir pour se montrer.
Electrabel et EDF vont devoir rouvrir leur portefeuille. Les deux producteurs d'électricité avaient déjà versé 7 millions d'euros à l'État belge au titre de redevance pour la centrale nucléaire de Tihange 1 qui a été prolongée jusqu'en 2025. Mais selon la CREG, c'était visiblement insuffisant. Un expert indépendant a donc fixé un montant supplémentaire de 2,7 millions d'euros. Electrabel et EDF paieront chacun la moitié. Un expert qui a aussi donné des conseils pour l'avenir. Mais l'expert a donné sa vision de la clarification de ces paramètres, ceci afin d'éviter, dans les années ultérieures, jusqu'en 2025, puisque cette centrale est prolongée jusqu'en 2025 et que chaque année, les exploitants doivent payer une redevance qui est la contrepartie de la prolongation, pour éviter justement des difficultés de calcul comme celles que nous avons connues. Du rififi dans les salles de gym, la brigade judiciaire de Liège a effectué plusieurs perquisitions dans les salles de sport de la chaîne Basic Fit à Liège et à Serein. Pas pour faire de la muscu, mais on soupçonne un trafic d'anabolisants, voire des infractions sur les lois sociales. Rien n'a été trouvé, les salles rouvriront normalement demain. En Irak, l'assaut contre la ville de Mossoul a débuté. La ville est considérée comme la capitale de Daesh. C'est donc une bataille cruciale qui s'engage. Selon le ministre français de la Défense, les combats seront longs et sanglants. Les djihadistes sont prêts à tout, y compris des attaques suicides. Et des centaines de milliers de civils risquent d'être coincés entre les deux feux. Gérald Vandenberg. Ces combattants kurdes, les Peshmerga, avancent lentement vers Mossoul. Les djihadistes de Daesh font tout pour leur compliquer la tâche. Lorsqu'ils battent en retraite, ils mettent le feu au puits de pétrole, ce qui provoque d'énormes dégagements de fumée noire et rend quasi impossible tout bombardement aérien. Daesh est en train de s'effondrer. Leur morale est vraiment très bas. Nous avons des informations comme quoi beaucoup d'entre eux sont en train de fuir Mossoul. Ils fuient la ville avec leur famille et tout ce qu'ils possèdent. Cette déclaration se veut rassurante, mais sur le terrain, les choses ne s'annoncent pas vraiment simples pour les assaillants. Regardez ce char irakien sur la gauche. Il va être détruit par un kamikaze. C'est une bataille qui va être longue. C'est pas un blitzkrieg. C'est une ville d'1,5 million d'habitants, donc c'est une affaire de longue durée, plusieurs semaines, peut-être des mois. Les djihadistes de Daesh savent que la bataille de Mossoul se joue aussi sur le plan de la propagande. Ils ont diffusé ces images tranquilles de la ville où personne ne semble craindre l'arrivée des soldats irakiens et kurdes. Tout est normal. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre et tout va bien. Les gens sont dehors, nous avons été au marché. Il resterait encore 4000 djihadistes à Mossoul. La coalition a déployé les grands moyens pour les déloger, en envoyant des soldats au sol. Nous avons reçu pour la première fois des images d'artilleurs français. Première pièce, tirée. L'autre grande inquiétude de cette attaque, c'est évidemment la situation des civils. L'ONU a déjà préparé des camps de tentes pour accueillir ceux qui fuiront les combats. Dans le pire des cas, nous pensons qu'1 million de civils pourraient tenter de quitter la ville. La bataille de Mossoul ne fait que commencer. Elle sera longue et fera de nombreuses victimes civiles et militaires, comme dans toutes les guerres. Grosse colère en Israël, en cause une résolution adoptée aujourd'hui par l'UNESCO pour protéger le patrimoine culturel palestinien de Jérusalem. Le souci, c'est que le texte ne désigne les sites religieux de la vieille ville que sous leur nom arabe, y compris le mur des Lamentations au lieu du judaïsme. L'UNESCO dit se fonder sur la situation d'avant la guerre de 1967, mais pour les Israéliens, cela revient à nier les liens millénaires entre les Juifs et Jérusalem. Déclarer qu'Israël n'a pas de lien avec le mont du Temple et le mur des Lamentations, c'est dire que les Chinois n'ont pas de lien avec la Grande Muraille de Chine ou que l'Égypte n'a pas de connexion avec les pyramides. Ce dont il est question ici, c'est de la propriété et de la souveraineté exercée sur le site qui se trouve dans Jérusalem-Est. Nous rappelons à Israël qu'ils sont une force occupante et qu'en tant que tels, ils ont des obligations à respecter, et même plus que des obligations. Ils sont liés par le droit international. Le vote n'a pas encore débuté que Donald Trump dénonce déjà des fraudes électorales. Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine prépare visiblement ses supporters à une probable défaite. Il a affirmé que la prochaine élection aux États-Unis, autrement dit la présidentielle de novembre, serait entachée de tricherie. Il y a tant de villes corrompues et les fraudes aux électeurs sont fréquentes. Un bureau d'études a récemment montré que près de 24 millions d'inscriptions de personnes sur les listes d'électeurs aux États-Unis
ne sont pas valables ou suffisamment précises. Soit un électeur sur 8. En Thaïlande, pas d'élection en vue, mais des doutes sur les capacités du prince Vajiralongkorn de prendre la succession de son père, décédé après 70 ans de règne. Il a d'ailleurs lui-même demandé un délai avant de monter sur le trône. Il faut dire que jusqu'ici, il était surtout connu pour ses frasques de joyeux fêtards. Il a même élevé au rang de maréchal son caniche, Foufou. Lors de son anniversaire, on avait même vu la princesse juste vêtue d'un string. Le prince, lui, est plutôt porté sur les tatouages. Ces derniers temps, il vivait en Bavière, au bord d'un lac, et apparemment, il a envie d'y rester. On va finir par le rebaptiser Tour de la province de Liège. Le Tour de France 2017 passera une nouvelle fois par Liège et par Serein. Ce sera les 2 et 3 juillet prochains. Le parcours a été dévoilé ce matin. Kevin Papen. 3516 km, 21 étapes et 4 pays visités. Les premiers coups de pédale du prochain Tour de France seront donnés en Allemagne. 30 ans après le départ de Berlin-Ouest, la course s'élancera par un contre-la-montre de 13 km à Düsseldorf. C'est l'un des 2 seuls chronos de l'édition 2017, une 104e édition de la Grande Boucle qui prendra ensuite la direction de la Belgique. Une arrivée à Liège et un départ à Verviers. C'est la 19e fois que le Tour de France passera en province de Liège. Il y a un lien tout à fait naturel avec l'organisation chaque année de Liège-Bastogne-Liège et aussi de la Flèche Wallonne. Il y a aussi tout à disposition. J'étais surpris ce matin par une question me disant « mais vous arrivez à Liège, faites une étape toute plane alors qu'il y a de quoi, il y a des côtes ». Ben oui, je suis au courant, il y a des côtes, mais justement, on ne veut pas faire tout le temps la même chose. Après la Belgique et le Luxembourg, direction les Vosges. Première arrivée en altitude à la planche des Belles Filles. La première des 3 arrivées au sommet. Et pour la première fois depuis 25 ans, les 5 principaux massifs montagneux français seront traversés. Les dernières années, on avait parfois 3 étapes de montagne consécutives dans les Alpes ou les Pyrénées. Là, c'est une étape dans les Vosges, 2 étapes dans le Jura, 2 étapes dans les Pyrénées, une étape dans le Massif central, 2 étapes dans les Alpes. Donc effectivement, ça va être complètement scandé. Après les Vosges et le Jura, cap vers l'ouest. Première journée de repos en Dordogne avant la descente vers les Pyrénées et une nouvelle arrivée au sommet à Peyragudes. Le tour passera aussi par Rodez où Greg Van Avermaet s'était imposé en 2015. Ensuite, place aux Alpes, une 3e semaine de course avec une arrivée inédite au sommet de l'Izoard à 2360 mètres d'altitude. Le 2e chrono du tour aura lieu à Marseille, 23 km à la veille de l'arrivée à Paris. Dernière explication avant l'étape des Champs-Élysées où les coureurs passeront à l'intérieur du Grand Palais avant de rejoindre l'Arc de Triomphe. Un mot de football pour signaler la nouvelle défaite du club de Bruges en Champions League. 1-2 ce soir contre Porto. Les Brugeois ont pourtant mené pendant longtemps. Ils n'ont toujours pas le moindre point au classement général. Enfin, dans la série des records du monde, celui-ci mérite de figurer au chapitre des tours foireux. Ce soi-disant maître de kung-fu prétend casser une brique avec un verre. C'est réussi, sauf que l'animateur de la télé hawaïenne, en appuyant dessus, casse lui-même 2 autres briques par accident. Du coup, le clou de l'émission sent le chiquet à plein nez. Donald Trump avait raison, il y a de la triche dans l'air. Le grand maître brise 3 briques d'un coup de tête, mais il est trop tard. L'animateur est passé depuis longtemps du kung-fu au fou rire. Voilà, la suite des infos, notamment sur le traité CETA ou bien sur la prise d'otage ratée à Forêt ce soir. C'est sur les 5 radios et sur le site internet de l'RTBF. Tout de suite sur la 2, la série Mr. Robot, suivie de 2 épisodes de Californication. Merci de votre fidélité, je savais que j'allais me tromper. Merci à toute l'équipe déjà, un excellent mercredi à tous. À demain.